Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de Disrupted, le podcast sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets. Aujourd'hui, on discute des perturbateurs endocriniens dans nos produits de soins corporels. Je suis Madeleine avec Julie. Salut! Paisley. Allô! Alec. Salut! Et Mélanie. Alors, ce qui nous a donné envie de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est en fait le documentaire Toxic Beauty. Est-ce que Mélanie, tu veux nous faire un petit résumé du documentaire? Bien sûr. Là, on parle des... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Là, on parle d'un documentaire que nous, on était touchés parce que y a notre super prof qui a été recruté comme spécialiste dans les documentaires. Et donc, en général, c'est une histoire qui nous raconte un peu la problématique de tout ce qui est des produits des soins corporels ou des beautés, les molécules qui pourraient nous mettre en danger ou qui pourraient avoir des effets nocifs sur nous. Plus précisément, les films, ils parlent beaucoup de la compagnie Johnson & Johnson, d'un de ces produits, que c'est les... On dit... Prenons ça, quelqu'un peut m'aider. Poudre pour bébé. La poudre pour bébé, ouais. La poudre pour bébé. Et qui était lié au développement des cancers ovariens d'utérus. Donc, je vais juste faire un petit récapitulatif par rapport à des dossiers. Donc, la compagnie était mise en question par des femmes qui ont suivi des cancers d'ovariens et qui utilisaient les poudres pour bébé de façon régulière. Et depuis que les films sont sortis, la compagnie y fait face à cette dispute légale pour payer les femmes qui ont eu des cancers ovariens après l'utilisation de ces produits. Et bon, ça reste un peu, les films, ça nous parle un peu de ça, de cette situation, ça nous parle beaucoup de comment ça change les taux des produits dans l'urine, dans les sangs des femmes après ou avant d'être exposées aux produits d'usage quotidien. Et donc, je ne raconte pas beaucoup trop parce qu'on aimerait inviter tous les gens qui nous écoutent à regarder ces documentaires. Mais en bref, ça nous a donné envie de parler beaucoup de qu'est-ce qu'on utilise dans notre vie quotidienne comme produit et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ou diminuer notre exposition aux produits qui pourraient être toxiques pour nous. Oui. Puis je pense que le mot à retenir vraiment dans ce que tu viens de dire, c'est quotidien. La problématique avec ces composés chimiques-là, c'est que notre exposition est vraiment courante. On utilise ces produits-là à tous les jours, à toutes les semaines. Fait que je pense que ça, c'est une des problématiques. Je sais pas si, dans le fond, nous, dans nos expériences, on va appeler ça une exposition chronique. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment ça, là. Je sais pas, vous, dans votre quotidien, quel genre de produits vous utilisez? Je peux y aller. Moi, j'en utilise pas tant que ça. Là. Je pense que c'est comme la majorité des... On va mettre un gros bateau, là, la majorité des garçons. Là. Ils prennent une douche, du savon, du déo, puis c'est pratiquement prêt pour aller au travail ou peu importe. Il y a toujours aussi un peu de gel qu'on peut mettre dans nos cheveux. Bon, moi, personnellement, je porte pas trop attention aux étiquettes. Mais après avoir vu Toxic Beauty, j'ai regardé, puis c'est peut-être que je vais porter un peu plus attention à ce que je mets et ce qui se retrouve derrière les produits. Là. Mais je sais qu'il y a une plus grosse problématique au niveau du maquillage, puis des crèmes et des lotions et tout ça. Moi, je suis pas trop touché par ça, mais ça touche une autre population. Ça, dans les documentaires, ils parlent un peu, je pense qu'il y a d'autres films, d'autres documentaires qui parlent beaucoup plus spécifiquement de cette histoire d'inéquité, injustice, on appelle en face aux expositions à
produits toxiques. Mais c'est ce qu'on aimerait parler aujourd'hui. C'est tout comment les populations sont exposées de façon différente, dépendamment déjà de l'âge, de genre, euh, de couleur de peau, de oui, nationalité. Et donc, comment tout ça c'est lié aux composants sociaux qui tout le temps nous alignent à chercher les stéréotypes de beauté et qui fait que bah, nous, en tant que femmes, on utilise beaucoup plus de produits déjà que les hommes. Et ça fait qu'en général, je veux pas, je veux pas dire que c'est la vérité absolue, mais en général, on a la tendance à utiliser beaucoup plus de produits. Et donc, ça se fait qu'on est beaucoup plus exposé aux choses. Et pas juste beaucoup plus exposé, sinon qu'on mélange pas mal de choses. Donc, c'est surtout cette mélange que, personnellement, ça m'inquiète. Parce qu'au laboratoire, on étudie des petits produits par-ci, par-là, mais on fait jamais la mélange des contenants de la crème de jour, les parfums, les déodorants, les shampoings, les savons visage, les maquillages et tout ce qu'on met sur notre peau au quotidien. Mhm. Donc, je ne sais pas si Paisley et Julie veulent parler un peu plus de ça. Une histoire dans le film, c'est Mimi qui a changé ses habitudes pour réduire les produits chimiques dans son maquillage. Et elle a eu 4 tests d'urine pendant le film. Et moi, j'étais surprise et je pensais, moi, je veux ces tests, je veux un essai comme ça. Mhm. Est-ce que mon médecin peut me donner ce test mais je me demandais si ça existe pour tout le monde ou seulement pour quelqu'un qui est un personnage dans un documentaire. C'est sûrement une bonne question. J'imagine que ça se fait de demander à son médecin pour ce genre de test-là, mais est-ce qu'il faut payer? J'ai aucune idée, j'avoue. Là. Je sais pas si quelqu'un est au courant, mais c'est une très bonne question. Dans le documentaire, la fille, donc Paisley Pass, c'est vraiment une compagnie qui offre ce service-là. Puis je pense qu'avec le documentaire, elle a peut-être réussi à participer de façon moins coûteuse que normalement. Mais c'était vraiment intéressant. Elle disait comme quoi qu'elle a compté sa journée, qu'elle utilisait environ 27 produits différents dans sa journée, là, que ce soit ses crèmes de matin, son maquillage, du vernis à ongles, ensuite des lingettes pour se démaquiller, de la crème de nuit, des costumes pour les cheveux et ainsi de suite. Fait que tout ça, ça contenait genre 27 différents produits. Moi, je trouve ça que c'est énorme quand même. Là. Qui contiennent chacun une liste d'ingrédients en plus. Là. Ouais. Le produit en tant que tel, c'est un mélange. Ouais, c'est quand même fou. Puis, c'est juste le fait que par la suite, on la suit à travers de ça dans le documentaire. Puis juste en changeant, après une journée avec des habitudes de vie où elle est allée chercher des produits qui sont considérés plus safe, puis est capable de garder la même routine de soins de santé pour sa peau, par exemple, son déo, ses cheveux et tout ça. Puis on voit une chute drastique dans les composés majeurs. Là, je pense qu'ils regardaient les phtalates majoritairement. Oui. Avec le MEHP. Puis il est devenu sous le seuil, genre, de détection, presque. Fait que c'est quand même fou comme quoi que les produits qui sont mis de l'avant en commercialisation sont comme pas nécessairement les meilleurs. Puis ceux qui sont plus difficiles d'accès ou qui sont moins produits, ben, il y a réellement un impact qui se fait au niveau de l'exposition. Oui. Et puis, tu sais, je pense que comme moi, je suis pas quelqu'un qui me maquille, ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait, fait que je me sens peut-être moins touchée par ce genre de produits-là. Même, il y a certains produits que des gens utilisent couramment que moi, j'ai des réactions, fait que je suis plus portée à utiliser des trucs moins peut-être considérés comme toxiques. Mais ce que je trouve horrible en regardant des fois quand même les maquillages pour les seules fois où je veux en utiliser, c'est vraiment que c'est difficile de voir les ingrédients. Généralement, il faudrait que toi, tu fasses un effort pour aller sur le site web de la compagnie, pour trouver tel truc.
moi, je n'ai pas vu le film Toxic Beauty, mais juste faire le travail que cette personne a fait, de genre savoir à quoi t'es exposé, ça doit pas être simple, surtout pour des gens qui sont peut-être moins familiers avec tout ça. Mhm. Fait que j'ai l'impression que l'industrie aide pas beaucoup non plus les gens à peut-être être moins exposés, à faire un meilleur choix aussi. Effectivement. Mais même que ça me fait penser, tu dis que tu réagis à certains produits. Justement, il en parlait dans le documentaire que certains gens vont faire des grosses réactions allergiques parce que les compagnies ont le droit de mettre sur le marché des produits sans les avoir vraiment testés. Et c'est s'il y a des gens qui réagissent, s'il y a un nombre de cas élevé, que là, ils vont se rétracter puis faire des tests. Donc, c'est notre santé qui sert de test pour ces entreprises-là qui font des millions de dollars sur la maladie qu'on va se créer, dans le fond. Tu sais, le nombre de Puis je gens. pense Vas-y. aussi, tu as une forme de marketing maintenant qui est basée sur ça n'a pas été testé sur les animaux. Que, genre, je comprends comme on est tous ici des gens qu'on aimerait ça qu'il y ait moins de tests sur les animaux, mais en même temps, ces tests-là sont importants pour s'assurer de la sécurité des produits. Puis si des fois on fait pas ces étapes-là, ben ça peut créer des problèmes aussi, j'ai l'impression. Moi, j'aimerais déjà, désolée, il y a même un petit chaton qui veut être dans les podcasts, j'arrive pas à la faire partie. Mais c'est ce qu'on parlait par rapport à la liste des produits et tout. Je pense que c'est important déjà, comme Julie disait, parfois c'est pas accessible d'avoir la liste des produits qui est dans tout ce qu'on utilise. Et quand c'est accessible, moi, moi, je suis dans la science et je comprends rien sur la liste des composants. Genre, attends. Genre, ils vont nommer les molécules oxomono, machin. Ok, bah, merci. Mhm. Ça pourrait nous prendre des heures et des heures à classifier, à chercher un par un, voir ça sert à quoi, s'il y a des effets secondaires liés à ça. Oh, ça devrait pas être une tâche à faire pour nous en tant que consommateurs, ça devrait être à l'industrie de faire tout ça. Mhm. Déjà, c'est pas accessible, la liste on comprend pas, et moi j'aimerais ajouter un troisième, et il y a pas mal de trucs, des composants qu'on peut ajouter sur les parfums, ou les mots parfums et les mots fragrances, Mhm. sur des produits de santé et des soins corporels. Et on n'est même pas au courant qu'ils sont dans nos produits d'usage quotidien. Parce que l'industrie, pour les gens qui ne savent pas, l'industrie peut mettre n'importe quelle molécule dans la mélange parfum et dans la mélange fragrance. Mhm. Donc, mettons, s'il y a quelque chose soit un peu dangereux, un peu qu'on n'a pas trop testé ou machin, bah, on va les mettre sur la mélange parfum et voilà, ça passe. Donc, moi, je pense que ces trois trucs sont les plus alarmants quand. Je sais pas si on dit alarmant, mais Mhm. plus. Qui m'étonnent les plus quand on parle des produits des soins corporels. Mhm. Mais si on revient un peu sur ce que tu dis au niveau des fragrances et des parfums, dans le fond, il y a une liste là, de fragrances, de molécules qui peuvent être utilisées pour des fragrances et tout ça. Je pense qu'il y a comme 10 000 molécules là-dedans. Puis il y a certaines compagnies, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser les molécules présentes dans les fragrances. Comme ça, ils n'ont pas besoin de le dire, parce que c'est un secret d'entreprise. C'est quoi la senteur? Ils sont capables d'aller chercher avec ça. Puis là-dedans, tu vas avoir des éléments comme des parabènes puis des phtalates. Fait qu'au lieu de les mettre dans leur produit comme agent de conservation, mais ça va être mis peut-être dans la portion fragrance. Fait que ça n'a pas besoin de dire comme quoi qu'il y a nécessairement présence de phtalates ou de parabènes. Mais il n'aurait pas le droit de dire qu'elles sont parabènes free, par exemple. Mais dans la liste d'ingrédients, tu ne vas pas voir parabènes, tu ne vas pas voir phtalates, mais tu vas voir fragrance. Ça reste toujours un peu difficile, puis que la liste de fragrances selon les entreprises, souvent, sont cachées et sont difficiles d'accès. Tu as besoin d'aller pousser loin, puis c'est pas juste au niveau de la compagnie que tu vas trouver. Des fois, c'est dans les papiers FDA, s'ils sont libérés, et ainsi de suite. C'est un travail vraiment compliqué pour savoir juste à quelle molécule tu es exposé après avoir fait l'achat d'un produit.
Mais là, d'ailleurs, on parle de phtalate, on parle de parabènes. C'est pas nécessairement tout le monde qui est habitué d'entendre ces mots-là. Fait que juste pour vous faire, dans le fond, une petite liste là, de mots à rechercher, quoique souvent, ils vont les modifier un peu, là, mais pour vous donner une idée quand même, dans le reportage, on parle entre autres des phtalates qu'on retrouve dans les lotions, dans les gels de corps, dans les produits pour cheveux, les produits pour la peau, même les produits pour bébé sous forme de parfum, de colorant. C'est associé à des troubles de reproduction et au cancer. Donc, ça, c'est les phtalates. Après ça, on a les parabènes, dont on a aussi parlé, qu'on retrouve comme préservatifs dans les déodorants, les antisudorifiques, les savons, produits pour cheveux et de rasage, les parfums. Et les parabènes, c'est associé à des troubles de reproduction et aussi au développement du cancer également. On va avoir aussi les formaldéhydes, qui, eux, on les retrouve surtout dans les shampoings et les déodorants. Et c'est des perturbateurs endocriniens qui peuvent être associés au cancer, à la dépression et même au développement d'allergies. On avait... Pour oui? les formaldéhydes, oui. Des fois, les compagnies changent la molécule un peu. Ça reste la formaldéhyde, mais ça change de nom. Oui. Je connais pas les autres noms associés à ça. Là. C'est très important, je dirais, si on veut donner des petites astuces au public, tout ce qui est, pas tout ce qui est, mais beaucoup de choses qui est pour les lissages de cheveux, mettons. Il y a pas mal à concentration de formaldéhyde dedans. Tout ce qui est fait pour éviter les frizz ou pour donner des cheveux plus smooth, plus lisses. Il y a pas de formaldéhyde dedans, donc ça ne veut pas dire que tous les produits non, mais c'est juste une petite alerte pour dire si j'achète ça, peut-être que je regarde 2 fois juste au cas où pour être sûr que la molécule n'est pas dedans. C'est les magiques. Je vais continuer avec la liste. En fait, pendant qu'on parle du changement des noms des molécules puis tout ça, je pense que moi, un des réflexes que j'ai quand je me mets à lire les étiquettes, si ça commence à sonner comme phtalate, ça finit comme, mettons là, j'en ai un ici, là, oxystalate, tu sais, quand ça commence à ressembler un peu trop au nom de ces molécules-là, là, je me pose plus de questions puis je vais fouiller sur les internets. Mais si on continue, on avait aussi des métaux comme le mercure et le plomb, même parfois du goudron, qu'on peut retrouver dans des baumes à lèvres, des crèmes pour la peau, des savons, et qui sont associés à des fausses couches, des dommages neurologiques et des dommages aux reins. Dans les vernis à ongles, on a le toluène et l'acétone. Ça, on en entend quand même souvent parler, mais ça, c'est associé à des troubles pulmonaires, des fausses couches aussi, des dermatites, donc des problèmes de peau. Et on avait dans la pâte à dents l'arsenic et le triclosane. Ça, je pense que de plus en plus, ils essayent de les éviter, là, mais il reste que pendant une longue période de temps, il y en avait dans les pâtes à dents. Et ça, c'était associé à, encore une fois, des troubles de reproduction, puis à une croissance anormale des cellules là, qui peut probablement mener à des cancers. Et moi, une des molécules qu'ils ont nommées dans le documentaire qui m'a surprise, c'est les huiles essentielles. Parce que moi, personnellement, depuis que j'ai commencé à faire attention à ce que j'achetais, justement, je me fais mes propres produits, puis souvent, je vais ajouter de l'huile essentielle. Mais j'avais jamais vraiment réalisé qu'en fait, j'ajoute quand même une molécule dans mon produit qui peut avoir des effets sur la santé des personnes qui l'utilisent. Mais il faut faire attention avec les huiles essentielles parce qu'il y en a qui sont considérées correctes, safe et même peut-être bonnes, mais il y en a d'autres que beaucoup moins. Parce que si tu regardes la majorité des structures chimiques des huiles essentielles, c'est pas mal tout aromatique. C'est ça qui donne une odeur. Ce qui est quoi d'autre qu'aromatique? C'est tout ce qui est les hormones, estrogènes, testostérone, hormones thyroïdiennes. C'est toutes des molécules qui sont cliquent comme ça, puis c'est aromatique. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ben oui. Mais ça sent bon. Ouais, c'est ça. C'est très volatile. C'est naturel. Et c'est ça ce qui est important. C'est pas parce que c'est naturel, ça veut dire que ça peut pas interagir avec notre corps. J'ai l'impression que tout ce qui est un peu artificiel, oui, plastifiant et tout ça, on est bien conscient que ça peut jouer à avoir un effet nocif. Mais malheureusement, il y a des molécules qu'on retrouve dans la nature qui peuvent aussi avoir un impact. Comme je parle de la lavande. Moi, je savais pas et moi, j'aime la lavande. Moi aussi. Mais c'est considéré un phytoestrogène. Et voilà, il peut avoir des répercussions, surtout au niveau des bébés, sur le système reproducteur masculin. Moi, je pense, je vais parler de ça un peu à la fin, mais moi, la chose que je dis depuis que j'ai commencé mon doc, c'est on choisit nos batailles. Oui. Parce que c'est tellement dur de
des choix sûrs, c'est ce qu'on achète, c'est ce qu'on prend comme produit pour éviter d'être exposé à toutes les choses. Moi, j'ai dit, on choisit nos batailles. Mais on va aller beaucoup plus sur ça à la fin, je pense. Voilà, Maddy, je ne sais pas si tu as d'autres molécules dans ta liste. Sinon, Non. j'ai quelques exemples à ajouter. Ben, c'est sûr que ça, c'était comme les grandes familles de molécules à regarder. Il nous donnait aussi des molécules un peu plus... Moi, j'en avais trouvé une. Ben, je sais pas si on veut parler de ça tout de suite. Là. Dans le fond, moi, j'avais envie de parler de crème solaire. Je sais pas si on en parle tout de suite. C'est pas quelque chose qu'ils ont abordé vraiment dans le documentaire. Oui, Mélanie? J'aimerais juste ajouter des petits noms sur la liste à faire attention. Et après, Oui. on peut passer genre, produit par produit. Bah, produit par produit, des catégories de produits. Moi aussi, je pense que les choses à éviter, j'avais déjà nommé, mais les fragrances et les parfums en général, quand je vois ça, j'essaie d'éviter. Surtout parce qu'on ne connaît pas c'est quoi qui met dedans. Mais d'autres choses aussi à éviter, je dirais, c'est les triclosans. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Mais c'est un produit qui s'est acheté pas mal comme antimicrobial. Je ne sais pas si on dit ça Antibactérien, en français. antimicrobien. Merci. Il y en a dans les savons, par exemple. Mm-hmm. Il y a dans les savons, il y a dans des crèmes, il y a dans pas mal de choses. Et ça agit comme une hormone thyroïdienne. Donc, ça peut avoir un gros effet, un gros impact sur notre santé, notre système endocrinien. Et on n'est pas hyper au courant, oui. Et mon chaton Il est d'accord. il est d'accord. Aussi les aluminium. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, je suis désolée. Aujourd'hui, mon français, il est pas là. Mais tout ce qui est dans les déodorants, ben, c'est pas dans les déodorants, c'est dans les antitranspirants. Parce on peut parler de ça. Ils mettent dans le déodorant aussi parce que c'est un antibactérien, l'aluminium. Fait que les nanoparticules d'aluminium vont agir comme antibactérien, donc anti-odeur. C'est ça. Maintenant, quand tu achètes un produit déodorant ou antitranspirant, tu peux faire la différence. S'ils disent antitranspirant, il va y avoir quelque chose qui empêche la transpiration. Si c'est juste déodorant, normalement, pas tous les temps, mais normalement, c'est aluminium free. Il peut y avoir d'autres choses, mais normalement, c'est aluminium free. Mais bon, juste pour dire que l'aluminium, c'est considéré aussi comme un molécule qui peuvent être liées au développement des maladies comme le Parkinson et les cancers du sang. Donc, si vous pouvez choisir des déodorants sans aluminium, c'est 1000 fois mieux. Oui. Encore une fois, tu dis choisir ses batailles parce que les sans aluminium, c'est pas toujours les plus efficaces. Hein? On peut dire aussi, là, mais... Après une moitié de journée, des fois... Parce que c'est juste déodorant, c'est pas antitranspirant, donc tu transpires quand même. Mais bon, choisir ses batailles. Donc, m'a dit, ah oui, et comme dernier petit truc, petite astuce que je dirais, je pense que comme règle générale, je suis désolée, hein, comme règle générale, avoir des listes courtes de produits, ça sert pour les produits alimentaires, mais ça sert aussi pour les produits de santé et soins corporels. Les moins de produits, les moins de composants qu'il y a dans la liste d'ingrédients, les mieux en général. Parce que c'est plus clair, c'est plus clean, tu connais mieux les produits, et donc tu fais moins de mélanges. C'est ça ce que moi j'essaie de chercher le plus possible quand j'achète. J'ai aussi envie de dire que plus ça sent fort, moins c'est c'est un bon produit parce que ça veut dire qu'il est bourré de parfum. Mais là, d'ailleurs, vu qu'on parlait de déodorant un petit peu, on peut peut-être parler de ces produits-là en premier. Donc oui, je pense qu'il y a il y a vraiment beaucoup de différentes marques, hein, Degree, Axe, là, j'y connais pas toutes parce que dans mon cas, moi, j'ai commencé à faire mon propre déodorant. Donc, ça, c'est comme une des options aussi, c'est d'aller voir un petit peu quel genre de recettes on peut faire à la maison. Et ça, c'est un des premiers produits que j'ai commencé à faire moi-même. Et honnêtement, depuis, j'ai senti vraiment un gros changement au niveau de mon corps, en fait. Moi, dans ma famille, on sent extrêmement fort quand on a chaud. Je suis pas gênée de le dire. Donc,
Et depuis, en fait, que j'utilise un produit naturel, c'est honnêtement moins pire. Mon chum ne sera peut-être pas d'accord, là, mais ça reste moins pire qu'avant, je vous jure. Et pour vrai, la recette, c'est vraiment pas si compliqué que ça. En fait, j'avais envie de le partager justement parce que je trouve que c'est si facile. Ça te prend du bicarbonate de soude qui va servir d'antibactérien, de l'amidon de maïs qui va donner un peu de consistance au produit, puis un corps gras, soit de l'huile de coco ou du beurre de karité ou quelque chose comme ça. C'est juste de tout mélanger ça. Moi, j'ajoute des huiles essentielles en petite quantité pour lui donner une petite odeur. Puis, on fait réfrigérer ça, puis après ça, ben, ça donne un beau bâton en pâte. Dans le fond, j'utilise des vieux bâtons que j'avais avant, des vieux tubes de déodorant que j'ai vidés. Et je mets le mélange à l'intérieur, puis après ça, je suis bonne pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Fait que vraiment, moi, c'est une recommandation que j'ai envie de faire aujourd'hui, là. Allez voir ce genre de petites recettes-là qui sont pas tellement longues, qui nécessitent pas beaucoup d'ingrédients, puis qu'on peut personnaliser, puis avoir la fragrance exacte qu'on veut. Ce qui peut être le fun aussi. Mais, je pense pas que je suis rendu là encore, là, mais personnellement. Mm-hmm. Mais ouais, c'est des bonnes solutions, là. Il y a beaucoup de personnes qui font leur propre savon aussi, leur propre shampoing. Puis tu choisis vraiment ce que tu mets dedans. Fait que t'es plus à l'affût de, disons, à quoi tu t'exposes, là. Tu choisis, en fait, à quoi tu t'exposes. C'est Oui. prescrit par la compagnie, là, de façon cachée. Ouais, c'est une belle alternative. Sinon, au pire, l'acheter un peu fait maison. Alors, tout ça, ça aide à diminuer notre exposition aux troubles endocriniens, mais ça aide aussi à diminuer l'impact des polluants dans l'environnement. C'est plus éthique, ça aide dans pas mal de sphères. Donc, je dirais si on peut faire ça. Oui. Tu voulais, Maddy, parler des crèmes solaires, par exemple? Oui, ben la crème solaire aussi, pour moi, c'est un produit qui m'inquiète, en fait, parce que c'est un produit qui est censé protéger notre peau, la protéger contre le cancer de la peau, parce qu'on sait que les rayons UV du soleil, bon, ça donne le cancer de la peau. Sauf que dans certaines crèmes solaires, il y a tellement de composés chimiques qui sont eux-mêmes dangereux pour nos cellules de peau et qu'au final, on prend un mal pour un autre, là, tu sais. Moi, j'ai mon papa qui utilise de la crème solaire bleue ici, là, que je n'aimerais pas, et qui, mon Dieu, la liste d'ingrédients est tellement longue, puis l'odeur est tellement forte que ça m'inquiète tout le temps, mais tu sais, je lui ai fait essayer des versions plus naturelles, mais le problème avec la différence, c'est que les crèmes solaires naturelles, bon, sont minérales. Donc, au lieu d'être une protection chimique, c'est une protection physique. Donc, il y a comme des particules d'oxyde de zinc qui vont donner un petit fini blanc sur la peau, et c'est ce qui protège contre les rayons. Sauf que ça donne un petit fini blanc sur la peau, là. Fait que, tu sais, c'est moins cute, c'est moins joli, mais je vous jure que ça protège vraiment super bien. Puis, ben, c'est ça, j'avais envie également qu'on aborde ce sujet-là parce que les crèmes solaires, ben, à tous les étés, là, ils s'en vendent en quantité énorme dans les pharmacies. Puis, je trouve qu'on est malheureusement pas très informé sur qu'est-ce qui est une bonne crème solaire versus une autre. Je sais pas, vous, si vous utilisez avec un gros nombre de FPS, est-ce que vous avez déjà regardé la liste des ingrédients? Ce genre de choses-là. En fait, pour moi, c'est pas moi qui l'achète, c'est ma copine parce qu'elle est. Non, mais vraiment, elle est au courant de tout ça. Puis elle utilise. Il y a un site web là, qui est quand même intéressant, EWG. Je pense que c'est .com, je ne suis pas trop certain. Et puis tu rentres vraiment la compagnie, le produit, puis ça te dit sur une échelle de 1 à 10 à quel point c'est bon ou non, si ça a été validé par la compagnie. Avec la liste des ingrédients. Fait que, souvent, quand on est en pharmacie, elle va sortir son cellulaire, puis elle va checker, elle va mettre le produit directement là-dedans, puis elle va regarder, peut-être que celui-là, on le passe à côté, puis on va en prendre un autre. Puis, comme de fait, on se ramasse avec je pense que c'est des bâtons là, de crème solaire, c'est pas tant de la crème maintenant, c'est des bâtons. Oui, ils sont plus difficiles d'application, mais ça fait la job. C'est ça, mais je pense qu'il faudrait ajouter à cette petite discussion et pas tout le monde a les privilèges de choisir les produits qu'ils peuvent acheter. Donc, ça revient un peu à l'inéquité
l'inéquité dans l'exposition ou l'injustice environnementale. On est chanceux et chanceuse si on peut choisir les ingrédients qu'on veut mettre sur nos corps. Donc, ça reste, je dis, c'est extrêmement, oh, je ne sais pas prononcer aujourd'hui. Bon, c'est extremely important de les faire nous quand on peut. Parce que c'est pas juste notre exposition à nous. Tout ce qu'on met dans nos corps, dans notre visage, dans nos cheveux, après on va prendre une douche. Tout ça, ça va se retrouver dans l'eau. Et tout ça, ça va être retrouvé dans la terre, dans les plantes, dans la pluie. Donc ça fait que c'est une exposition pour toute la planète. Je ne vais pas faire la crise, c'est l'alerte pour tout le monde. Mais les batailles que nous choisissons, c'est pas juste qu'on les choisisse pour nous, on les choisit pour tout le monde. Oui. Je pense que ça va te toucher un peu là-dessus. Ouais, ça va te toucher à toi, Julie, ce point-là, si j'étais pour dire. Ouais, ben, pour peut-être continuer là-dessus, l'injustice, parce que justement, je pense que tu touches à quelque chose de vraiment important qu'on peut pas tout le temps faire le choix. Ça serait bien, des fois aussi, c'est pas accessible au niveau du prix. Mais une chose que moi j'ai entendue beaucoup, c'est l'injustice pour les différentes ethnies. Souvent, plus, peut-être pas pour la crème solaire, là, je suis pas au courant, là. Mais pour le maquillage, par exemple, les produits de beauté, par exemple, les femmes noires, déjà beaucoup au niveau des produits de beauté, il y avait moins de produits accessibles pour atteindre la couleur de peau voulue. Généralement, les produits sont développés pour des femmes blanches, qui fait que souvent, ben, ce genre de communauté-là devait se tourner vers peut-être des produits qui sont moins bien développés, moins testés, et donc qui les mettent plus en danger. Puis il y a vraiment des études qui ont montré que ben il y a vraiment comme une injustice pour certaines ethnies, en tout cas sur certains produits de beauté, qui fait qu'ils sont plus exposés à certains produits dangereux. Je pense aussi tu as beaucoup de choses pour les produits de cheveux, parce que on s'entend qu'on n'a pas le même type de cheveux que la majorité des gens qui viennent des communautés noires. Donc, on n'a pas besoin de mettre peut-être autant de produits pour s'occuper de nos cheveux que ces personnes-là. Puis aussi, ils doivent faire des traitements beaucoup plus abrasifs s'ils veulent, par exemple, avoir les cheveux plats. Ce que nous, on n'a pas nécessairement besoin de faire. Donc, vraiment, comme je suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais qu'il y a beaucoup d'études qui essaient de montrer au moins qu'il y a une injustice par rapport à ça. Mais ce qui fait que, tu sais, dépendant si t'es une femme ou un homme, t'es déjà pas exposé aux mêmes produits. En plus, dépendant de ton ethnie, c'est quoi ton critère de beauté, tu vas pas être exposé aux mêmes choses. Je sais pas si vous voulez acheter quelque chose. Ben, en fait, moi, j'irais avec... on a un auditeur qui nous a mis un commentaire dans le chat et qui dit « J'espère qu'il y a des entreprises qui font attention à ça quand même. » Et oui, dans le fond, moi, j'avais préparé une petite liste de produits alternatifs qui sont plus propres et qui sont québécois. On a la compagnie Green Beaver qui vont faire des produits pour le visage, de la crème solaire, des produits nettoyants. La compagnie Zora qui a une énorme gamme de produits de crème, de maquillage, en fait, même de crème solaire et tout. Beaucoup de produits. Un petit peu plus dispendieuse quand même parce que un petit peu plus de qualité. Là, j'ai envie de mettre des guillemets, mais tu sais, il y a des produits qui sont plus pour la famille, puis des produits qui sont plus dispendieux. On a la gamme Oneka aussi, qui font des gels de douche, des shampoings, des revitalisants. La compagnie montréalaise Be Kind, moi j'ai acheté leurs vernis à ongles qui sont beaucoup moins nocifs et qui sont de très très belles couleurs, honnêtement. Très beaux produits. Bio Nature qui vont faire des gels douche, du savon pour faire des bulles dans le bain, des shampoings aussi. Opalescence qui fait du maquillage comme des fonds de teint, des ombres à paupières super magnifiques avec dans le fond, des petits minéraux. Et j'avais aussi la savonnerie des Diligences qui fait des savons en barre, des déodorants.
Donc, toutes sortes de compagnies comme ça, quand même, auxquelles on a accès dans des Je pense que même c'est rendu dans les supermarchés. Je pense que j'ai vu Green Beaver, puis j'ai vu Bio Nature à mon épicerie du coin, là. Tu sais, c'est de plus en plus accessible, heureusement, quand même. Ben, en même temps, nous, en tout cas, moi, je vis dans une grande ville, là, je vis à Laval, donc c'est sûr que je sais pas si c'est dans tous les IGA du Québec ou dans toutes les épiceries du Canada, mais je pense que ça s'en vient, en fait. Je suis optimiste à ce niveau-là. Je vois de plus en plus de ces entreprises-là croître puis apparaître sur nos tablettes. Je sais pas si vous en connaissez Je pense d'autres. que ça. Je connais pas des gros noms comme de fournisseurs. Moi, j'ai plus tendance à acheter des petits. Mettons, j'ai des amis qui font leur propre savon ou leur propre produit, donc ça fait un peu la job. Mais je dirais que cette partie de bouger vers des produits un peu plus santé, ça dépend beaucoup aussi de nous, que consommateurs. Que le plus qu'on cherche, le plus qu'on demande, le plus de demandes qui va exister, et forcément, ça va pousser à avoir beaucoup plus d'options, beaucoup plus des entreprises qui vont se rendre compte malheureusement que c'est une bonne stratégie de marketing. Mais bon, au moins, ça pourrait nous aider à avoir des produits un peu plus clean. Mais sinon, je pense qu'il y a toujours des options pour... on n'est pas là aujourd'hui dans les podcasts pour dire on est dans un gros problème, il faudrait arrêter de se cacher, se mettre dans une bulle. On est pas mal exposé aux choses, mais bon, on peut prendre des petites décisions qui pourraient faire la différence. Et puis, moi, je voudrais ajouter, je pense que, comme Madeleine disait, je pense qu'il y a quand même un changement qui va. En tout cas, moi, je pense qu'il y aura un changement bientôt dans l'industrie. Parce que, tu sais, il y a de plus en plus de petits producteurs de comme produits cosmétiques qui font des options sans tous ces produits chimiques toxiques. Puis je pense que ça va faire de la pression sur les plus grosses industries à changer leur façon de faire. Puis l'exemple que moi j'ai vu, comme j'ai commencé à être plus zéro déchet, puis j'utilise des shampoings en barre. Mais tu sais, d'habitude, c'est pour en acheter, il faut que tu ailles dans des petits artisans québécois. Mais là, je pense que j'ai vu récemment que Fructis faisait des shampoings en barre. Tu sais, c'est quand même un gros changement. Tu sais, je sais pas à quel point il est disponible encore, mais tu sais, qu'une grosse industrie fasse ce changement-là, ça montre qu'ils écoutent qu'est-ce qui se passe dans les milieux. Puis dès que ces gros joueurs-là vont faire le changement, je pense que ça va faire une grosse différence puisque ça va rendre ça accessible plus à tout le monde. Que tu n'aies pas à aller acheter un produit d'artisan québécois qui coûte peut-être le double du prix pour avoir ce genre de produit-là. Puis je pense que c'est ça qui va faire la grosse différence. Comme un peu n'importe quoi pour aller vers du zéro déchet, ça va être, d'après moi, plus des grosses industries qui vont faire la différence, même si nous, on veut bien faire. Mais il faut choisir, c'est ça nos batailles. Mais si les industries nous aident vers ça, ça va être bien. Oui, ça donne un peu d'espoir, mais aussi ça inquiète un peu parce que en général et en domaine de protection de l'environnement, on a un concept qui s'appelle greenwashing, où les compagnies, les grandes compagnies font des produits avec l'étiquette qui dit qu'ils sont éco-responsables, mais en vrai, c'est juste le marketing et c'est pas vraiment vrai. Et j'espère que ça n'arrivera pas avec les produits pour soins, mais peut-être on voit ça déjà avec les produits comme les huiles essentielles, la lavande et même l'aluminium, c'est un produit naturel. Alors les compagnies peuvent dire que c'est naturel et c'est safe, mais en vrai, c'est pas le cas. Je pense que on pourrait, avant de la fermeture et de commencer à regrouper des petits points,
j'aimerais que Paisley et Alec peut-être nous partagent un peu l'actualité du podcast d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'on est pas mal d'accord tous et toutes que l'industrie fait pas complètement la meilleure job euh, pour procurer avoir moins des perturbateurs endocriniens. Euh, mais là, je pense il faut parler de ce qui se passe avec Paisley et Alec. Moi, je peux commencer, Alec. Tu peux ajouter des détails, peut-être. Parce que l'un des thèmes principaux du film est l'histoire de la poudre pour bébé, le talc. Et Johnson Johnson était... il y avait une poursuite contre Johnson Johnson. Et cette affaire est encore dans les nouvelles. Et Johnson Johnson a utilisé une stratégie pour éviter le paiement aux victimes en se déclarant en faillite. Et cette manœuvre est peut-être un peu méchante. Et j'espère qu'Alec peut ajouter des détails. Ouais, donc, en fait, l'histoire, ça se centralise vraiment sur la poudre de bébé, pour bébé, puis les cancers ovariens et de l'utérus. Fait que, dans le fond, il y a plusieurs femmes. Je pense que ça a commencé quand même dans les années 80 à peu près, la grosse popularité. Puis là, ça a été utilisé pendant peut-être 30 ans, 20 ans chez certaines femmes. Puis ça a vraiment été corrélé avec un lien avec le cancer de l'utérus, le cancer des ovaires. Puis dans le documentaire, il y a un épidémiologiste également qui a commencé ces travaux-là. Puis ça date de quand même assez longtemps. Puis quand il a commencé à publier, la compagnie Johnson Johnson sont allés le voir et ont dit « Hey, nous, nos spécialistes chez Johnson Johnson disent que, ben non, c'est pas vrai ce que tu me dis. Là. Ça donne aucunement le cancer. Ça guérit même, ça tue même des cellules cancéreuses. Si tu fais ton test juste sur des cellules cancéreuses puis ça les tue, ben oui, ça va les tuer. Mais est-ce qu'il y en a des bonnes cellules? Est-ce que ça peut les différencier en cellules cancéreuses? On ne le sait pas. Fait que ça a vraiment parti avec l'épidémiologie. Puis je pense que c'est aux alentours des années 2016-2018 où il y a des femmes qui se sont levées pour dire hey, il y a une corrélation énorme entre ces produits-là, puis l'utilisation et le cancer ovarien et de l'utérus. Puis, demander une clarification. Moi, j'ai pas vu, comme sûrement les gens qui nous écoutent, le film, le talc qui était utilisé, pourquoi par les femmes, puis c'est quoi qu'il y a dedans qui fait tous ces effets-là? Mais tu veux y aller, Mélanie? Vas-y. Je peux te répondre parce que moi, j'ai répondu à cette question beaucoup quand le documentaire il est sorti. Je ne savais pas que les gens ne savaient pas que les femmes utilisaient la poudre pour bébé de façon quotidienne. courante. Moi, je me rappelle d'avoir vu ma grand-mère l'utiliser tous les jours. Dans le fond, il l'utilisait pour éviter les soudeurs vaginales et pour avoir un environnement libre d'humidité. Donc, c'était un peu pour avoir la fraîcheur et pas des odeurs, pas d'humidité. Donc, c'était vraiment utilisé, je sais pas, 80, même 90, je dirais. Et après, voilà. Alec peut parler un peu plus des ingrédients, mais Julie, je ne savais pas que les gens ne savaient pas, parce que pour moi, c'était normal. Quand j'ai vu le documentaire, je dis, oh my God. Et oui, voilà. Vas-y, Alec. Maintenant, je suis éduquée. Dans le fond, du talc, c'est un produit qui est minier, fait que c'est vraiment magnésium de silice ou quelque chose du genre. Puis, ce qui arrive également, c'est que quand tu extrais ces minéraux-là, tu as également la présence d'asbestos qui peut être là-dedans. Fait que là, Johnson Johnson disait comme quoi que nous autres, notre talc est asbestos-free, mais en réalité, on ne le sait pas.
Puis la composition de la poudre, là, c'est pratiquement 99% de talc. Puis le reste, là, le 1% qui reste, c'est vraiment au niveau des odeurs que ça peut avoir la poudre à bébé. Puis, Johnson Johnson, dans les années, je sais pas, entre 60 et 70, peut-être même jusqu'aux années 80, ils faisaient des publicités comme quoi que de la poudre shower to shower qu'ils appellent pour les femmes, pour vraiment garder un environnement frais et propre avec une bonne odeur. Dans le documentaire, ils montrent des annonces là, qui sont complètement... Ça passerait pas à la télé. Là. Pratiquement, c'est une femme qui rentre dans un ascenseur, tout le monde sort et dit « Oh, you should use that powder, shower to shower. » C'est vraiment, ça n'a pas d'allure. Là. Fait que l'utilisation de cette poudre-là, c'est pas juste... C'est classé comme de la poudre à bébé. Puis Johnson Johnson reste derrière cette poudre à bébé-là qui a vraiment fondé la compagnie. Là. Ils ont parti pratiquement avec ce produit-là. Puis il y a eu un essor incroyable. Puis ça fait la compagnie d'aujourd'hui qui a beaucoup d'argent. Puis c'est ça, avec les retours, on peut dire des retours collectifs là, un peu, qui se font demander chez Johnson Johnson, des dédommagements face au cancer qu'il a produit. Mais Johnson Johnson reste derrière, genre, fermement solide. Nos études montrent que c'est pas dangereux. Le talc, c'est bon pour toi. Et ça, c'est le président actuel là, qui a dit ça en 2018. Donc, mais là, aujourd'hui, 2018, 4 ans plus tard, il y a plus de femmes qui se prononcent. Il y a peut-être des nouveaux cancers ovariens qui sortent également. Et ça fait en sorte que les projets sont vraiment plus fondés, puis que la science, maintenant, pousse vers le fait que, ben, tu sais quoi, peut-être que le TAC, c'est pas tant bon, finalement. Fait qu'il peut y avoir des dédommagements. Puis, quand tu écris Johnson Johnson sur Google, ce que tu vois dans l'actualité, là, c'est des trucs genre One Day Ago, puis des trucs vraiment d'aujourd'hui qui montrent comme quoi que Johnson Johnson ont essayé de faire faillite dans une certaine branche de leur compagnie pour ne pas devoir payer des montants de genre 200 millions, des trucs comme ça. Puis là, à la course, ils se battent pour que la branche ne puisse pas faire faillite parce que la compagnie a tellement d'argent que ça n'a pas d'allure que ça fasse faillite. Puis, c'est ça. Fait, tu vois, si on part en 2019, Johnson Johnson, c'est considéré comme une des compagnies dans le top 5 des plus riches. Avec, ils ont les moyens de payer, mais ils ne veulent pas se responsabiliser pour leurs actions parce que c'est le bébé de la compagnie. C'est avec ça qu'ils ont parti la compagnie. Puis pendant tellement d'années, ça a été caché, comme quoi il y avait peut-être des effets néfastes. Puis eux autres, ils ne veulent pas se responsabiliser là-dedans. Donc, encore aujourd'hui, là, c'est d'actualité. Voilà l'actualité, juste pour dire que, au fond, les films, c'est ce qu'on parle, Toxic Beauty, on va essayer. Je m'a dit, je ne sais pas si on peut mettre les liens pour les trouver dans les, dans les Twitch. Et il y a une version en anglais, il y a une version en français. Mais voilà, quand il est sorti, bah, c'est déjà des années que les femmes luttaient pour avoir cette poursuite contre Johnson Johnson. Et bah là, c'est cette semaine qui a sorti que Johnson Johnson, bah, l'avocat de Johnson Johnson veut suivre ce genre de défense pour éviter de payer les dommages causés aux femmes. Je trouve que, en parlant des industries et des compagnies qui font pas trop attention à ce qu'ils vendent, en plus de pas faire attention, bah, il sort des études qui démontrent ton produit fait vraiment un danger, c'est vraiment un danger pour les gens. Quand ils décident de juste fermer les jeux et continuer comme ça, je trouve ça pas éthique du tout. Donc, vu que les industries ne vont pas nous protéger, et bah, les gouvernements, c'est un peu, je dirais, overwhelmed avec toute la régulation qu'il faut faire. Je pense que c'est à nous un peu de choisir les produits, d'essayer de nous rendre les plus en santé possible. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des petites choses à ça. Plus une question. Je sais pas si. Moi, je pense pas qu'on est des experts en produits de beauté et cosmétiques, mais est-ce qu'il y a d'autres cas un peu de ce genre-là, comme le talc, où vraiment il n'y a pas d'études qui sont faites, puis on fait pas grand-chose finalement pour les expositions sur les aux produits de beauté? Est-ce que vous savez? Ça se peut que vous saviez pas, là, mais genre, c'est une question que moi, je me pose, puis que je trouve inquiétant, en tout cas, s'il n'y a pas grand monde qui font ça.
Moi, je pense que le problème, c'est que, un peu comme les problèmes pour les plastifiants, quand on trouve qu'il y a une molécule qui fait des effets nocifs, on enlève, et forcément, il faut ajouter une autre chose. Et on ne sait pas trop comment ça va agir sur notre corps. Euh, ça, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des études, parce qu'il y a plein d'études. Il y a des industries qui font des études de sécurité avant de sortir des produits et machin, mais pas beaucoup de comment ils font les designs de leurs études. Comme Alex disait, si, s'il ne prend pas toutes les options possibles, pas toutes les options, mais s'il ne prend pas les scénarios réels, ça va être difficile de juger les faits réels. Euh, donc, déjà, ça affecte. Quand on trouve une molécule, il s'enlève, mais il faut ajouter une autre chose. Il y a tous les formules qui sont protégées qu'on ne connaît pas trop, comme dans les cas des parfums et fragrances. Euh, D'ailleurs, il y a plein d'études épidémiaux, surtout, qui font un peu les liens entre les produits dans lesquels on est exposé dépendamment de notre population. D'ailleurs, il y a notre prof qui charge des étudiantes pour sa nouvelle étude épidémiologique qui parle d'une exposition aux disrupteurs endocriniens pour les coiffeuses, parce que c'est une population très exposée. Tu vois, il y a pas mal d'études, mais on se retrouve dans la même situation qu'avec les plastifiants. Il faut beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup des années d'analyse pour pousser la régulation, pour changer la norme, pour qu'à la fin, l'industrie remplace avec une autre molécule qu'on ne connaît pas, ou qu'on trouve une autre façon d'acheter les produits avec un nom différent, avec un petit changement de carbone. Que, malheureusement, je pense qu'on est dans une situation que c'est pas tout noir et on est dans les désespoirs. Et il faut juste nous faire attention à ce qu'on choisit. Et mettons parfois, Mais ça- on n'a pas le choix. Ah, désolé. Vas-y, tu veux dire? Ah non, mais c'est juste ce que tu me dis sur les coiffeuses, ça me fait juste réfléchir sur le fait que c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent avec ces produits-là, comme les make-up artists, j'ai même plus le mot en français, là, mais Oui. tu sais, Les qui salons de s'occupent d'eux. vernis, oui. Oui, oh mon Dieu, les salons de vernis, effectivement, mais ces Oui. personnes-là, ils doivent peut-être développer des maladies professionnelles Oui, ben liées à ces justement, produits. pour clarifier un peu là, ce que Mélanie disait, le projet, c'est vraiment de voir ces femmes-là qui ont été coiffeuses dans des salons ou à domicile, leur exposition à ces produits-là, qui étaient toutes les colorations aussi. Moi, je sais pas si vous avez déjà... Moi, j'ai déjà fait les cheveux à ma mère avec un produit de coloration qui venait d'une coiffeuse, puis ça sent fort, ça brûle, puis j'étais comme « Ah! » Fait que eux sont exposés à ça, tu sais, de 8 à 5, là, tu sais, c'est leur quotidien. Donc, l'étude va vraiment prendre des tests d'urine, ils vont faire des profils aussi, savoir est-ce que c'est des femmes qui ont essayé d'avoir des enfants puis ça n'a pas fonctionné, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir des troubles de reproduction inexpliqués. Il faut essayer de faire des corrélations là, entre leur exposition dans leur milieu de travail et les perturbations de leur système endocrinien. C'est vraiment un projet super intéressant. Si on a des gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter qui seraient intéressés, là, l'offre d'études est sur le site du CIAP. C'est ça, dépendamment comme tu dis, Julie, dépendamment de tout, notre entourage, on est exposé différemment, même nous, au laboratoire. Mm-hmm. On est exposé à certaines choses que dans une autre profession, on ne serait pas exposé du tout. Il y a des risques associés. Pour revenir à la question de Julie, s'il y a d'autres produits comme ça, les produits maintenant, c'est vraiment de la mixture. Hein? Si moi, je me mets un déo, après ça, je me mets du savon, puis je me mets du shampoing, ben, c'est lequel de ces produits-là qui ont contenu du phthalate qui m'ont donné un cancer? On ne sait pas. Tandis que le produit de la poudre à bébé, c'est genre 99 de talc. Les femmes qui en ont utilisé pour des périodes prolongées, la majorité d'entre elles ont développé le cancer de l'utérus ou des ovaires. Tandis que les autres qui n'en ont pas utilisé n'ont pas nécessairement cette incidence-là aussi élevée. Fait que maintenant, faire des liens comme ça, c'est quand ça commence à être compliqué là, parce qu'on est exposé à tout, à n'importe quand. Là. Juste respirer ton air,
je sais pas moi, un divan des années 80 là, ou quelque chose de même. Tu sais pas qu'est-ce qui se retrouve dans ce divan-là, puis ça se peut que tu sois exposé, puis là, c'est de dire, ah ben, t'es sûr que c'est la molécule de mon produit qui fait ça, c'est pas la molécule de ça. Tu as conduit une voiture, il y a des... Mais là, c'est vraiment, tu sais, c'est comme mettre quelque chose, genre, prendre une poudre que tu connais, que c'est 100% ça, tu le mets toujours à la même place à chaque jour, 20 ans, puis là, tu développes quelque chose à cet endroit-là. C'est pour ça que c'est aussi fort comme argument. Mais le suivi des autres produits, peut-être qu'on a d'autres produits aussi purs, ça va être aussi facile. Ça va être aussi solide comme dossier. Là, je pense que... Non, vas-y, Vas-y, Mélanie. Julie. Vas-y. Non, vas-y. Ben, je me dis juste que, comme un peu les pesticides, ça passe souvent, on va faire des règles plus par rapport aux travailleurs dans les champs, parce que c'est ceux qui sont le plus exposés. Peut-être que pour les cosmétiques et autres produits, ça va passer un peu par les études que votre labo va faire par ceux qui travaillent là-dedans, et donc que c'est hors de tout doute que c'est lié à ces produits-là. Peut-être que ça va passer par ça. J'en ai aucune idée. Je voulais juste peut-être fermer la discussion parce qu'on arrive, malheureusement, on arrive à la fin. Déjà, merci Madi d'avoir partagé les liens. Je vous invite vraiment à écouter les documentaires, c'est vraiment bien fait. C'est pas juste parce que notre prof est là-dedans. Et peut-être mes petits mains qui apparaissent en train de faire des manipes. Et c'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est bien documenté. Ils font bien la discussion, les suivis. Ils te guident sur toutes les situations. Donc, je ne sais pas, si vous voulez, on peut fermer avec des petites astuces, conseils, des take-home messages pour l'espoir et pas dans dans les mauvaises news. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des produits disponibles qui contiennent pas nécessairement toutes ces molécules-là. C'est de choisir lesquels que tu veux changer. Puis tu peux en essayer. Il y en a que tu vas aimer, il y en a que tu n'as pas aimé, mais c'est pas grave. Fais-le à ta façon, mais c'est possible de le faire sans justement aller aux grandes compagnies qui cachent un peu leurs résultats ou cachent un peu leurs données. Madeleine a nommé une liste. Là, vous pouvez faire un retour en arrière dans le temps, dans le podcast plus tard, puis aller rechercher ces compagnies-là. Mais il y a des trucs disponibles. C'est pas parce qu'on veut pas. Là, il y a un désir. Alec, est-ce que tu peux peut-être redonner l'application que ta blonde utilise? Ouais, mais moi, en je pense fait, que je n'étais pas au courant d'outils comme ça, mais ça peut aider. C'est un site web, là, le Donne-moi 36. Ça s'appelle EWG. .org. Elle m'a dit qu'il a mis dans le chat. .org. Donc, Madi a partagé le lien. OK. Puis là, comme tout site web, il va y avoir des controverses sur qui finance et tout ça. Là, mais c'est déjà un outil qui est meilleur qu'aller chercher sur Google puis là, rentrer dans les documents de la compagnie. Eux, ils ont déjà recensé cette information-là d'une certaine façon. Puis c'est une échelle de 1 à 10. Puis à quel point ça se retrouve. Là, c'est un code couleur là, du vert au rouge en passant par le jaune. C'est quand même assez simple d'utilisation. Ouais, fait que juste ça peut aider un peu à. Genre, mais ça se peut qu'il n'y ait pas tous les produits. Ça se peut qu'il n'y ait pas tous les produits. Là. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Là. Fait que sois pas surpris si tu es à la pharmacie, sur ton téléphone, que tu ne le trouves pas dans le site web. Ça se peut qu'il ne l'ait pas. Tu peux passer au produit à côté qui est la même chose. Peut-être qu'il va l'être. Moi, mon take-home message pour aujourd'hui, j'ai envie que ce soit intéressez-vous à la liste d'ingrédients, puis intéressez-vous à des recettes maison. Vous pouvez vous amuser. Moi, c'est ça qui est arrivé, en fait, le documentaire. Je dirais pas qu'il m'a rendu paranoïaque, mais presque. Fait que je me suis mis à regarder tout plein d'étiquettes, là, puis j'ai été toute triste et surprise de voir que ma petite palette d'ombre à paupières préférée, le premier ingrédient, c'est le talc. Puis qu'il y avait à peu près 15 sortes différentes d'aluminium potentiellement dedans. Donc, on peut s'amuser comme ça à regarder les listes d'ingrédients pour se crever le cœur, mais pour avoir une meilleure idée de ce qu'on met dans
sur notre corps, sur notre peau. Puis c'est ça, intéressez-vous aussi à des produits faits maison qui sont pas nécessairement super compliqués à faire. Là. Moi, comme je disais, le déodorant, c'est assez facile, puis on peut adapter la recette à notre type de peau. Même chose, la crème solaire aussi, ça peut se faire maison avec 4-5 ingrédients des fois. Ça peut être super le fun de faire ça aussi en famille. Ouais, puis moi, je pense peut-être à un truc qui vient de me popper dans la tête, mais je me dis, s'il y a un produit que vous utilisez à tous les jours, puis versus d'autres produits que c'est peut-être juste une fois de temps en temps, peut-être que ce produit-là, ça vaudrait la peine de passer du temps à faire, OK, est-ce qu'il y a peut-être un meilleur produit? Est-ce qu'il est sécuritaire? Puis peut-être les autres, c'est moins grave, mais c'est celui-là auquel vous allez être le plus exposé. Fait que ça vaut peut-être la peine de faire un peu plus de recherche sur celui-là si vous voulez choisir vos batailles, comme Effectivement. Mélanie disait. C'est exactement, Maddy me dit, quand il a vu les produits sur son produit préféré, il me dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les jette? Je les jette pas, je l'aime trop. Je lui dis, bah écoute, tu n'utilises pas tous les jours. Tu choisis tes batailles. Tu utilises des crèmes solaires fait maison, et tu vas mettre ces produits une fois chaque 12 semaines, je ne sais pas. Donc, ça réduit ton exposition déjà. C'est ça, il faut pas, je pense pas, arrêter de vivre et être hyper dans la paranoïa de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas. Mais les petites décisions, les petites actions qu'on peut faire, ça va déjà aider. Donc, tout, ça va aider. Peu importe si c'est juste changer un petit produit, les shampoings, ça peut aider. OK, j'imagine que c'est le dernier mot, mais moi, je serais en faveur une réduction de produits utilisés en général parce que les entreprises, les compagnies veulent nous vendre des choses et c'est si difficile comme consommateur de vérifier la qualité et la sécurité des produits et je pense que nos corps peuvent être en bonne santé sans l'utilisation de ces produits, contrairement au marketing. Et il faut parfois laisser du temps pour l'ajustement de nos corps parce qu'ils s'adaptent par les boucles feedback loops et à la présence ou l'absence d'un produit. Alors, essayez, expérimentez sur vous-même, mais peut-être sans les achats des produits comme les entreprises nous vendent. Sur ce, on se souhaite à la prochaine fois pour un autre épisode du Disrupted. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci beaucoup.